Lorsque nous plongeons dans les profondeurs du temps, plus précisément au Mésozoïque, nous découvrons un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez un instant que vous vous trouviez au milieu des vastes cieux d'il y a plusieurs millions d'années, où les continents étaient en pleine transformation et où les mers recouvraient de larges étendues de la surface terrestre. C'est dans ce décor primordial et fascinant qu'évoluaient les premiers maîtres des airs, les ptérosaures, reptiles ailés aux dimensions variables, allant du plus petit à l'envergure impressionnante qui pouvait dépasser celle d'un avion moderne. Voyageons ensemble dans cette ère lointaine, où le battement silencieux de leurs ailes baignait l'atmosphère d'une présence remarquable. Dans ce prologue visuel, vous êtes invités à survoler les océans étincelants et les chaînes montagneuses en formation, à glisser au-dessus des forêts luxuriantes et des plaines désertiques. Le Mésozoïque s'étend sur plus de 170 millions d'années, traversant 3 grandes périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune de ces périodes est marquée par ses particularités géologiques et biologiques, mais ce qui les unifie dans cet instant unique, c'est le balai aérien des ptérosaures qui domine les cieux. Au commencement de notre voyage, la Pangée, ce supercontinent, commence lentement à se séparer, dessinant lentement les bases des continents que nous reconnaissons aujourd'hui. Sous vos yeux, d'immenses bras de mer s'immiscent dans les fractures naissantes, créant des mers intérieures peuplées de poissons, ammonites et autres créatures marines. Les ptérosaures profitent d'un souffle chaud porteur, glissant avec aisance, parfois planant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des flots, d'autres fois cherchant leur nourriture au ras des vagues. Leurs ailes, soutenues par un doigt allongé, unique dans le règne animal, provoquent un spectacle hypnotique. Vous apercevez au loin les silhouettes d'espèces différentes s'étirant en vol gracieux. Certains volent isolés, d'autres en petits groupes coordonnés, témoignant d'une organisation sociale énigmatique que nous tenterons de comprendre au fil de cette exploration. En survolant les terres émergées, les sommets des massifs montagneux apparaissent tout en relief, décorés parfois d'épaisses forêts de conifères, des prairies où paissent de petits reptiles et mammifères naissants. Tout ceci sous le regard distant et bienveillant des géants du ciel. Plus bas, le vent soulève des tourbillons de sable mêlés aux chants lointains de créatures inconnues, conférant une ambiance à la fois mystérieuse et vivante. La lumière dorée du soleil couchant souligne la silhouette des ptérosaures en vol, révélant leurs formes distinctes, leurs crêtes parfois extravagantes, leur corps tendre adapté au vol actif et plané. Ce moment suspendu dans le temps nous rappelle la grandeur d'un règne perdu, d'un monde où l'homme n'était pas encore, où la nature régnait en maître sous des formes incroyablement diversifiées. Ce survol n'est pas seulement un plaisir des sens, c'est une invitation à comprendre l'histoire profonde de ces reptiles volants, à pénétrer dans leur univers, à saisir l'intensité de leur existence dans un habitat aussi fabuleux que précaire. Au fil de notre récit, nous plongerons dans les détails de leur évolution, de leur incroyable adaptation à la vie aérienne et de leur incroyable diversité. Mais pour l'heure, laissez-vous porter par le rythme paisible du vol, par la beauté tranquille de ces paysages mémoriels et par le souffle puissant des ptérosaures qui vécurent une époque où le ciel appartenait à ceux qui sutent au-dessus des mers et des terres sauvages. Ainsi commence notre voyage, dans le silence immense et la lumière diffuse d'un Mésozoïque où le regard se perd entre ciel et terre, au plus proche des premiers reptiles volants. Pour mieux comprendre la spectaculaire domination des ptérosaures dans les cieux du Mésozoïque, il est essentiel de plonger au cœur du contexte géologique qui a façonné la Terre pendant cette vaste période.
L'ère mésozoïque, qui s'étend sur environ 180 millions d'années, est divisée en 3 grandes périodes successives: le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Chacune d'elles apporte son propre lot de transformations géologiques, climatiques et biologiques qui ont profondément influencé l'évolution de la vie, notamment celle des reptiles volants. Au début du Mésozoïque, pendant le Trias, notre planète était marquée par la présence d'un immense supercontinent appelé la Pangée. Cette gigantesque masse terrestre concentrait presque toute la surface émergée de la Terre. Sa taille colossale engendrait un climat particulier, dominé par des températures élevées et des conditions arides vers l'intérieur des terres, loin des influences modératrices des océans. Les vastes déserts et plaines rocheuses représentaient un paysage austère, mais riche en possibilités pour les espèces émergentes. Cependant, la Pangée ne restait pas figée. C'était une croûte terrestre en mouvement, sujette aux forces extraordinaires de la tectonique des plaques. Ces mouvements lentement progressifs firent apparaître des failles, fissures et nouveaux bassins marins, créant ainsi des habitats variés qui favorisaient la diversification des formes de vie. La mer Thétis, en particulier, s'infiltrait profondément dans la Pangée, donnant naissance à des mers intérieures, propices à une riche biodiversité marine. Le Trias fut aussi l'époque de la renaissance écologique, après l'une des plus grandes extinctions massives de la Terre, celle de la fin du Permien. Ce contexte dramatique permit l'émergence progressive des dinosaures, des premiers mammifères et surtout des premiers ptérosaures, ces reptiles volants qui allaient rapidement conquérir les cieux. Continuant notre voyage temporel, nous arrivons au Jurassique, période plus humide et plus douce, marquée par une fragmentation accrue de la Pangée. Les continents commencèrent lentement à se séparer, donnant naissance à des océans qui s'étendirent entre eux. Ce changement géographique transforma le climat, rendant les conditions plus équitables, avec une augmentation des zones côtières, des forêts denses et des marécages luxuriants. C'est dans ce décor mouvant que la vie explosa en diversité. Les océans abritaient une multitude de reptiles marins. Les forêts foisonnaient d'une végétation variée. Et dans les airs, les ptérosaures proliféraient en assumant des rôles écologiques divers. Cette période vit l'apparition de nombreuses espèces, certaines dotées d'envergures plus grandes, adaptées à des vols longs et planés, au-dessus des nouveaux reliefs et des vastes étendues marines. Le Jurassique est ainsi célèbre non seulement pour la diversification des dinosaures terrestres, mais également pour cette incroyable expansion des ptérosaures, grâce notamment à l'évolution de leurs structures anatomiques qui leur permit d'exploiter de nouvelles niches écologiques. Cette ère fut une sorte d'âge d'or pour les reptiles volants, installant leur règne indiscuté dans le ciel. Puis vint le Crétacé, dernière période du Mésozoïque, qui voit une accélération spectaculaire de la dispersion des continents vers leur position proche de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les océans Atlantique et Indien commencent à s'ouvrir véritablement, découpant les terres en plaques plus spécifiques. Cette fragmentation augmente la diversité des habitats marins et terrestres. Le climat du Crétacé est chaud et stable, souvent décrit comme un climat tropical global, favorisant une abondance de vie végétale, notamment des angiospermes, ces plantes à fleurs qui allaient profondément modifier les écosystèmes. Ces nouvelles plantes offrirent des ressources variées aux animaux, modifiant ainsi les interactions alimentaires. Les mers du Crétacé étaient riches en ammonites, mosasaures et autres géants marins, tandis que sur Terre, les dinosaures dominaient encore. Les ptérosaures, quant à eux, continuèrent leur évolution spectaculaire, développant des formes gigantesques, capables de voler sur des kilomètres, comme Quetzalcoatlus, l'un des plus grands animaux volants jamais connus. Cependant,
Cette période vit aussi un début de déclin pour certains groupes de ptérosaures, concurrencés par l'émergence progressive des premiers oiseaux. Dans ce contexte de dynamiques géologiques et climatiques, les interactions entre la vie et son environnement s'avéraient complexes, où l'adaptation constante était la clé de la survie. Ces transformations ont dicté le chemin évolutif des reptiles volants, leur offrant à la fois des opportunités et des défis que nous explorerons en détail dans les sections suivantes. Ainsi, la transformation spectaculaire de la Terre pendant les ères du Trias, Jurassique et Crétacé forgea un décor vivant, mouvant et propice à la domination des ptérosaures dans les airs. Ce contexte géologique n'est pas un simple arrière-plan, mais un acteur majeur de l'histoire naturelle, où chaque fracture, chaque montée des mers, chaque variation climatique ont contribué à sculpter le règne des maîtres des anciens cieux. Au cœur du Mésozoïque, une histoire fascinante s'écrit avec l'apparition des premiers reptiles volants. Ces créatures énigmatiques qui inaugurent une nouvelle dimension de la vie terrestre, la conquête des airs. Pour saisir pleinement cette révolution naturelle, il est crucial de comprendre comment et quand les ptérosaures ont émergé, ainsi que les cheminements évolutifs qui les séparent de leurs cousins légendaires, les dinosaures. Les origines des ptérosaures remontent au Trias supérieur, il y a environ 230 millions d'années. Une époque où la vie sur Terre reprenait son souffle après la gigantesque extinction permienne. À cette période, les écosystèmes commençaient à se structurer autour d'organismes encore en pleine évolution. C'est dans ce contexte qu'un groupe de reptiles, les archosaures, ancêtres communs des dinosaures, des crocodiles et des ptérosaures, commence à diversifier ses expériences morphologiques. Les ptérosaures n'apparaissent pas soudainement dans le registre fossile, mais plutôt progressivement, avec des formes primitives, encore éloignées des reptiles volants, bien connus des périodes postérieures. Les premiers fossiles significatifs nous proviennent de la formation de Saint-Jouin en Argentine et des gisements européens, révélant des créatures plus petites, dotées d'ailes rudimentaires, qui expérimentent encore la mécanique du vol. Ces ptérosaures premiers, parfois désignés comme basalformes, possédaient une structure osseuse allégée, qui appelle déjà l'adaptation au vol, mais aussi des dents et une queue plus longue, témoignant d'un passé reptilien marqué. Une étape clé dans cette évolution fut la modification du doigt quatrième de la main, qui, chez les ptérosaures, s'allonge considérablement pour soutenir la membrane alaire. Cette innovation morphologique est unique et distingue nettement les ptérosaures de tous les autres reptiles et même des futurs oiseaux, qui, eux, utilisent plutôt des plumes fixées à leurs bras et doigts multiples. Par ailleurs, cette membrane d'aile n'est pas simplement une simple peau tendue, mais une structure complexe comprenant de nombreux vaisseaux sanguins, fibres élastiques et muscles subtils, témoignant d'une sophistication remarquable dans la conquête aérienne. Alors que les premiers ptérosaures évoluaient, une divergence importante s'est opérée avec les dinosaures qui occupaient leur niche terrestre. Cette séparation est le fruit d'une spécialisation des lignées archosauriennes. Les dinosaures sont restés liés à la locomotion terrestre, tandis que les ptérosaures se sont orientés vers un mode de vie aérien, optimisant leur anatomie pour voler, attraper des proies en vol ou depuis les rivages, et même parfois pour survivre dans des environnements côtiers ou marins. Sur le plan phylogénétique, cette divergence est soutenue par l'étude des ossements, des articulations et des traits crâniens. Les ptérosaures possèdent un crâne souvent allongé avec de grandes ouvertures, une mâchoire parfois armée de dents fines et pointues, adaptées à la capture de poissons ou d'insectes, contrairement aux dinosaures qui présentent une plus grande diversité de formes dentaires et crâniennes selon les espèces
et les régimes alimentaires. Leur squelette est également caractérisé par de nombreux os creux et légers, un atout essentiel pour le vol, qui s'est développé indépendamment de celui des oiseaux, issus d'une autre branche évolutive. Cette notion d'évolution convergente est fondamentale. Les ptérosaures ne sont pas les ancêtres des oiseaux, mais leurs contemporains, ayant inventé, par leur propre voie, le vol actif, une prouesse naturelle exemplaire. À cette époque, les écosystèmes étaient donc partagés entre une diversité stupéfiante de reptiles terrestres et volants, avec les ptérosaures qui balayaient les cieux et exploitaient des niches écologiques encore inexplorées. Ils pouvaient, ainsi, chasser dans les airs, se poser dans des habitats variés, allant des rivages marins aux forêts épaisses. Leur émergence pose question et fascine aussi par l'absence de véritables ancêtres volants reptiliens connus avant eux. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer cet accomplissement. Certains chercheurs pensent que ces reptiles ont pu évoluer à partir d'ancêtres petits et agiles grimpeurs, capables de sauts et de glissades, étapes comportementales importantes avant l'envol véritable. D'autres analysent la structure musculaire et osseuse pour élucider comment le vol s'est développé pas à pas. Une caractéristique particulière des ptérosaures primitifs est la présence d'une longue queue pouvant mesurer un tiers de leur longueur totale, contrastant avec les ptérosaures plus évolués, dont la queue est souvent réduite, voire absente. Cette queue servait probablement à la stabilité en vol et à la manœuvrabilité, avant que les modifications aérodynamiques ne favorisent une structure plus légère et maniable. Par ailleurs, dans les premières formes, apparaissent des adaptations variées qui annoncent la grande diversité de morphotypes à venir. Certains possèdent des crêtes osseuses ou des excroissances modestes, qui jouent peut-être un rôle dans la communication ou la parade nuptiale, un aspect social que nous découvrirons plus loin dans cette série. Ainsi, ces premiers ptérosaures incarnent une étape cruciale dans l'histoire naturelle, un exemple marquant d'adaptation et d'innovation morphologique. Leur apparition marque la naissance d'un règne aérien qui allait durer plusieurs millions d'années, à travers toute l'ère mésozoïque. Nous sommes donc en présence d'une divergence fascinante au sein de l'arbre de vie des reptiles, qui a séparé les voies des terribles animaux terrestres que sont les dinosaures et les incroyables conquérants des airs que furent les ptérosaures. Ce basculement évolutif nous introduit à une histoire faite de vol, d'adaptation et de survie dans les airs, bien différente de celle qui s'est développée sur la terre ferme. En continuant notre exploration, nous plongerons plus profondément dans l'anatomie qui rend possible ce vol mythique et découvrirons comment ces animaux ont perfectionné cette prouesse au travers des millions d'années qui suivirent leur émergence. Dans le vaste royaume du Mésozoïque, les ptérosaures émergent comme des pionniers du vol actif, premiers vertébrés à conquérir le ciel grâce à une anatomie finement adaptée. Pour comprendre comment ces reptiles volants furent capables de défier la gravité et de se mouvoir avec grâce dans les airs, il est indispensable de plonger en détail dans leur morphologie, notamment leur système d'ailes, leur structure osseuse, ainsi que la forme de leur crâne et leurs dents. Cette étude révèle un équilibre subtil entre légèreté, résistance et fonctionnalité. Une merveille d'ingénierie naturelle. Commençons par les ailes, véritable clé de voûte du vol chez les ptérosaures. Contrairement aux oiseaux, dont les ailes sont une extension des bras et des doigts, les ptérosaures développent une structure unique. Leur membrane alaire est soutenue principalement par un seul doigt extrêmement allongé, le quatrième, lequel peut être 2 à 3 fois plus long que les autres doigts de la main. Cette membrane, souvent appelée patagium, est une fine couche de peau, renforcée par un riche réseau de fibres élastiques et de vaisseaux sanguins, ce qui lui confère à la fois souplesse et robustesse nécessaires pour résister aux pressions de l'air en vol. L'aile s'étend du doigt allongé jusqu'au corps
englobant parfois la patte arrière, formant une large surface propice au vol plané. Cette conception aérodynamique, aussi étonnante que différente de celle des oiseaux, offre une grande efficacité dans les vols à longue distance, particulièrement adaptés aux espèces pélagiques qui chassaient au-dessus des océans. Par ailleurs, la membrane peut présenter des plis et des sutures spécifiques qui permettent des ajustements fins du profil en fonction des besoins du vol actif ou plané. La perte ou la réduction de certains doigts accessoires permet également une diminution du poids et une meilleure flexibilité. Les ptérosaures possédaient 5 doigts, mais seul le 4e était modifié en support principal de l'aile, tandis que les autres conservaient leur fonction dans la préhension et la locomotion au sol. Au-delà des ailes, l'ossature des ptérosaures est une autre prouesse de légèreté et de résistance. Leurs os sont creux, semblables à ceux des oiseaux modernes, caractéristique appelée os pneumatisés. Cette adaptation réduit considérablement la masse corporelle sans sacrifier la rigidité, facilitant ainsi le vol. Les os longs exhibent des parois très fines, parfois aussi minces qu'une feuille de papier, protégées par une coiffe rigide externe. Cette structure pirouette entre poids minimal et capacité mécanique pour le battement des ailes. Le sternum, os plat situé sur la poitrine, est particulièrement développé chez de nombreuses espèces, similaire à une quille sur un bateau. Il sert d'ancrage aux muscles puissants du vol, permettant une traction efficace des ailes. Dans certains ptérosaures, le sternum est doté d'une crête osseuse, appelée la crête sternale, augmentant la surface d'attache musculaire et améliorant les performances du vol battu. Le crâne des ptérosaures est également d'une grande diversité morphologique, livrant des indices précieux sur leur mode de vie. Généralement allongé, il est léger, avec de vastes cavités à l'intérieur pour abriter des sinus aériens, contribuant encore à la légèreté de l'ensemble. Ces sinus servaient aussi probablement à moduler le poids et optimiser l'équilibre pendant le vol. Les orbites, souvent énormes, indiquent une acuité visuelle impressionnante, essentielle pour naviguer dans les airs, repérer les proies ou éviter les prédateurs. Certaines espèces possédaient des crêtes osseuses ou des parois crâniennes complexes qui pouvaient servir à la fois pour la stabilisation du crâne en vol et à des fonctions de communication visuelle, voire de régulation thermique. Les mâchoires, quant à elles, varient considérablement selon les espèces. Certains ptérosaures, tels que le Rhamphorhynchus, possèdent de nombreuses dents fines et pointues, adaptées à la capture de poissons ou d'insectes, témoignant d'un régime alimentaire piscivore ou insectivore. Ces dents, souvent nombreuses et disposées en rangées serrées, fonctionnaient un peu comme un filet pour attraper des proies glissantes. D'autres, comme Pteranodon, ont développé des becs cornés dépourvus de dents. Une adaptation à des modes alimentaires différents, peut-être la pêche aux gros poissons ou la consommation d'autres petits animaux marins. Cette diversité dentaire illustre la vaste gamme de stratégies alimentaires parmi les ptérosaures, corrélées à leur grande variété morphologique. Plus encore, leurs mâchoires étaient souvent renforcées pour résister aux contraintes mécaniques liées à la capture et la manipulation de proies, un élément important pour un animal volant, confronté aux forces du vent et aux besoins de rapidité. La sagesse de cette conception reste un modèle d'adaptation à l'environnement aérien et aquatique. Enfin, il convient de mentionner la présence fréquente de crêtes osseuses ou de casques sur les crânes, structures qui, au-delà de leur fonction utilitaire en vol, participaient probablement à des comportements sociaux, comme la parade sexuelle ou la reconnaissance intra-espèces. Ces ornements, parfois massifs et spectaculaires, étaient souvent composés d'os creux, ce qui n'ajoutait que très peu de poids supplémentaire. En résumé, l'anatomie du vol chez les ptérosaures est un exemple fascinant
d'innovation évolutive. Par la combinaison d'ailes soutenues par un doigt allongé, d'os légers et creux, et d'un crâne à la fois spécialisé et léger, ces reptiles volants ont su s'adapter aux exigences extrêmes du vol aérien. Leur diversité morphologique témoigne également d'un succès évolutif remarquable, leur permettant d'occuper une multitude de niches écologiques depuis les côtes marines jusqu'aux terres intérieures. Dans la prochaine étape de cette exploration, nous découvrirons comment ces adaptations sont devenues encore plus sophistiquées au fil des millions d'années, conduisant à certaines des plus grandes créatures volantes que la Terre ait jamais connues. L'histoire du vol chez les ptérosaures est une épopée fascinante, un récit d'adaptations successives qui, au fil des millions d'années, ont transformé de modestes reptiles aériens en véritables géants du ciel mésozoïque. De leurs humbles débuts au Trias supérieur, où les premiers ptérosaures mesuraient à peine quelques dizaines de centimètres, à la période du Crétacé tardif, où certains atteignaient des envergures phénoménales, dépassant parfois 7 mètres, le vol a connu une évolution spectaculaire, marquée par des innovations morphologiques et fonctionnelles progressives. Au commencement, les ptérosaures primitifs, tels que Dimorphodon ou Eudimorphodon, étaient relativement petits et légers. Leur vol s'apparentait plus à un vol battu, proche de celui d'un oiseau moderne, qui doit continuellement battre des ailes pour maintenir son altitude. Leur morphologie, avec des ailes encore modestement développées et des membranes relativement courtes, suggérait des capacités adaptées à des vols près des zones côtières ou dans des environnements boisés, là où ils pouvaient récupérer sur des branches ou se poser facilement pour se nourrir ou se reposer. À cette étape, la musculature de ces reptiles était encore en plein développement, notamment les muscles pectoraux qui constituent la force propulsive du vol battu. Le sternum restait souvent peu développé, ce qui limitait les efforts de battement importants. Leurs os creux, encore relativement épais, offraient un compromis entre légèreté pour le vol et robustesse nécessaire à une locomotion parfois terrestre. Progressivement, au cours du Jurassique, on observe une tendance générale à l'augmentation de la taille. Cette croissance ne s'accompagnait pas seulement d'un simple agrandissement, mais d'une amélioration significative de la structure des ailes. Les membranes s'étiraient davantage, renforcées par de fines fibres de collagène, et la surface portante augmentait considérablement. Cette phase voit apparaître aussi des formes mieux adaptées au vol plané, capables d'exploiter les courants thermiques pour parcourir de longues distances, tout en minimisant l'effort musculaire. Les innovations incluent un allongement du doigt quatrième, pilier de l'aile, et une forme de plume ou de pycnofibre rudimentaire, structure similaire aux plumes mais présente chez certains ptérosaures, qui pourraient avoir contribué à une meilleure isolation thermique et peut-être à une légère amélioration aérodynamique. La période du Crétacé marque l'apogée de cette progression adaptative. Les ptérosaures atteignent des dimensions extraordinaires, comme en témoignent des géants tels que Quetzalcoatlus, Atsegopteryx ou encore Pteranodon. Leur envergure spectaculaire pouvait dépasser les 7 mètres, voire atteindre, dans certains cas, jusqu'à 11 mètres, une taille rivalisant avec de nombreux avions modernes. Ces géants, malgré leur masse imposante, étaient capables de voler avec efficacité grâce à l'optimisation de leur anatomie. L'une des adaptations majeures concerne la structure osseuse, qui est devenue encore plus pneumatisée, avec des cavités internes larges, réduisant ainsi le poids sans compromettre la rigidité nécessaire au battement des ailes. Le sternum, massif et puissamment développé, offrait une surface ample d'attache aux muscles pectoraux extrêmement développés, indispensables pour propulser la masse corporelle en vol. Ces ptérosaures géants utilisaient probablement un vol plané efficace, tirant parti des courants d'air ascendants
sur les reliefs ou au-dessus des océans pour économiser leur énergie. Leur anatomie favorise aussi de puissants décollages, souvent en utilisant un saut propulsé à l'aide des pattes antérieures et postérieures, afin d'atteindre rapidement la pleine capacité de vol. Par ailleurs, la diversification des formes crâniennes, avec des crêtes osseuses gigantesques et des becs allongés, participait à un vol parfaitement équilibré et pouvait aussi jouer un rôle dans la communication visuelle ou l'attraction sexuelle. Quelques espèces ont même développé des becs dépourvus de dents, signe d'une adaptation alimentaire spécialisée. Au-delà des ailes et des os, la peau alaire des ptérosaures du Crétacé semblerait comporter des réseaux complexes de nerfs et de vaisseaux sanguins permettant un contrôle précis de la forme de l'aile en vol, optimisant la portance et la maniabilité dans des conditions variées. L'évolution du vol chez les ptérosaures est donc une histoire de progrès progressif et stratégique, attachée à la taille, à la structure osseuse légère, à la puissance musculaire et à la forme même des ailes. Ces reptiles volants ont su exploiter de nombreuses niches écologiques, depuis les petites proies capturées à la surface des forêts, jusqu'aux grands poissons marins attrapés au fil des vagues. Cette évolution complexe ne fut cependant pas un long fleuve tranquille. De nombreuses formes intermédiaires et des extinctions locales jalonnèrent ce parcours, forçant les ptérosaures à s'adapter à des changements climatiques, à la compétition avec les oiseaux émergents et à des modifications de l'environnement terrestre et marin. En conclusion, des premiers ptérosaures modestes aux géants majestueux du Crétacé, le vol s'est affiné, perfectionné et diversifié. Leurs adaptations morphologiques témoignent d'un génie évolutif, où chaque modification, du moindre allongement osseux au raffinement des membranes alaires, a contribué à faire de ces reptiles les véritables maîtres des anciens cieux. Cette histoire d'évolution progressive nous prépare ainsi à mieux comprendre la diversité exceptionnelle qui suivra et les stratégies étonnantes employées par ces créatures extraordinaires. Au fil du Mésozoïque, les ptérosaures sont devenus un groupe extrêmement diversifié. Et pour mieux appréhender cette richesse, il est essentiel d'évoquer deux grands clades majeurs qui structurent leur classification: les rhamphorhynchoïdes et les ptérodactyloïdes. Ces deux groupes incarnent non seulement des lignées évolutives distinctes, mais aussi des stratégies morphologiques et écologiques très différentes, qui traduisent l'adaptation des ptérosaures à de multiples environnements et modes de vie. Commençons par les rhamphorhynchoïdes, souvent considérés comme les formes primitives ou basalement plus anciennes des ptérosaures. Leur présence s'étend principalement du Trias supérieur jusqu'au Jurassique. Ils se caractérisent essentiellement par une anatomie particulière, notamment une longue queue osseuse, souvent rigide et renforcée par des structures allongées, appelées fouets, à son extrémité. Cette queue joue un rôle de gouvernail aérodynamique, facilitant la stabilité en vol et la manœuvrabilité. Les ailes des rhamphorhynchoïdes sont relativement plus petites en proportion, parfois dotées de membranes robustes, mais moins étendues que celles de leurs cousins plus évolués. Leur envergure varie souvent de quelques dizaines de centimètres à environ 2 mètres, ce qui les rendait aptes à des vols agiles, souvent près du sol ou au-dessus des eaux où ils pêchaient. Leur morphologie crânienne montre fréquemment la présence de dents, parfois nombreuses et acérées, adaptées à la capture de poissons, d'insectes, voire de petits vertébrés. Un exemple emblématique de ce clade est le Rhamphorhynchus, découvert dans les gisements jurassiques allemands. Ce ptérosaure possède une longue queue, une formule dentaire riche et une capacité de vol efficace pour son époque. Son vol combinait battements d'ailes et phases de glisse, optimisé pour exploiter les zones côtières et les lacs où il bottait des proies au vol ou dans l'eau. À l'opposé,
Les ptérodactyloïdes représentent le groupe plus dérivé, apparu au Jurassique supérieur et dominant jusqu'à la fin du Crétacé. Ils se caractérisent par une silhouette plus épurée. Leur queue est très courte, voire absente, ce qui modifie profondément leur aérodynamique. Cette réduction de la queue favorisa une plus grande maniabilité et une capacité de vol plus stable sur de longues distances, avec une meilleure agilité dans les airs. Leur taille est extrêmement variable, allant de petits ptérosaures adaptés à la vie forestière à des géants aériens comme Pteranodon ou Quetzalcoatlus. Leurs crânes sont souvent ornés de crêtes osseuses, spectaculaires, parfois extravagantes, qui servaient probablement pour la reconnaissance, la communication et la séduction. De plus, beaucoup de ptérodactyloïdes ont adapté leur mâchoire. Certains ont perdu leurs dents, développant un bec corné affûté, tandis que d'autres conservaient encore des dents adaptées à leur régime alimentaire. Morphologiquement, leurs pouces et leurs autres doigts maintenaient des fonctions de préhension, mais tous convergent vers une organisation qui facilitait le décollage et le vol plané prolongé, souvent au-dessus des océans ou des grandes étendues. Parmi les représentants célèbres du clade ptérodactyloïde, on trouve Dimorphodon, souvent classé comme un ptérodactyloïde basal avec certaines caractéristiques intermédiaires, ainsi que des espèces beaucoup plus évoluées comme Pteranodon, connu pour son absence totale de dents et ses impressionnantes crêtes. Cette dichotomie entre rhamphorhynchoïdes et ptérodactyloïdes se reflète aussi dans leur écologie et comportement. Les premiers étaient souvent liés à des écosystèmes lacustres ou côtiers, avec un mode de vie probablement semi-aquatique et une chasse adaptative, déclenchée par leur vol agile et leur queue stabilisatrice. Les ptérodactyloïdes, en revanche, explorèrent une gamme très vaste d'habitats, depuis les forêts denses jusqu'aux vastes océans, témoignant d'une formidable capacité à coloniser de nouvelles niches aériennes. Leur capacité à évoluer dans le temps, à adapter leur taille, leur morphologie crânienne et leur technique de vol, expliquent en grande partie la réussite extraordinaire du groupe ptérodactyloïde, notamment à la fin du Mésozoïque. Ainsi, ces deux grands clades ne sont pas seulement une division taxonomique, mais un reflet des stratégies d'adaptation différentes, l'un avec une architecture ancienne, plus lourde et spécialisée dans la stabilité en vol par la queue, l'autre dans une recherche d'agilité, de légèreté et de spécialisation morphologique poussée. Leur étude comparative permet de comprendre comment, en marge des dinosaures terrestres si célèbres, les ptérosaures ont conquis l'espace aérien par des voies multiples, façonnant un ballet aérien complexe et riche, enchâssé dans la fabuleuse histoire de la vie sur Terre. En poursuivant notre voyage, nous explorerons plus avant cette diversité remarquable, en découvrant les grandes familles qui composent ces clades et les morphotypes fascinants qui témoignent de la créativité évolutive des reptiles volants. Au fil de l'immense règne qu'ils ont exercé dans les ères du Mésozoïque, les ptérosaures ont développé une diversité exceptionnelle, tant en termes de taille que de forme, de mode de vie et d'adaptation écologique. Cette richesse morphologique reflète non seulement leur capacité d'adaptation aux multiples environnements de leur époque, mais également une créativité évolutive fascinante qui les a conduits à explorer toutes les dimensions du vol et de la vie aérienne. Dans cette section, nous allons parcourir les principales familles et morphotypes emblématiques, tous porteurs d'histoires étonnantes, parmi lesquelles figurent des noms aussi évocateurs que Dimorphodon, Pteranodon et Quetzalcoatlus. Commençons par Dimorphodon, l'un des premiers ptérosaures bien connus du Jurassique inférieur, découvert notamment dans les gisements du sud-ouest de l'Angleterre. Son nom, qui signifie littéralement « dents de deux formes », fait référence à la présence dans sa mâchoire de deux types distincts de dents.
des grandes dents coniques à l'avant destinées à saisir les proies, et des dents plus petites et pointues à l'arrière, peut-être pour broyer. Ce reptile volant possédait une envergure modeste d'environ 1 mètre, mais un crâne massif et robuste, armé d'une imposante crête osseuse sur le dessus. Cette caractéristique n'était pas qu'un ornement. Elle pouvait jouer un rôle dans les comportements sociaux ou la régulation thermique. Sa silhouette trapue et ses membres fortement musclés suggèrent un vol puissant combiné à une certaine agilité au sol, dans des habitats forestiers. Puis, nous passons à Pteranodon, l'un des ptérosaures les plus emblématiques du Crétacé supérieur. Ce géant de la famille des ptérodactyloïdes pouvait atteindre une envergure avoisinant les 7 mètres, ce qui en faisait l'un des plus grands animaux volants de tous les temps. Ce qui le distingue le plus est peut-être l'absence de dents, remplacé par un bec long et effilé, parfaitement adapté à la pêche marine. La majestueuse crête osseuse qui garnit son crâne, conique et souvent très développé, n'est pas seulement un atout visuel impressionnant, mais aussi un élément essentiel pour la stabilisation en vol. Cette structure variait beaucoup en forme et taille entre individus, suggérant un fort dimorphisme sexuel, probablement utilisé dans les parades afin d'attirer partenaires et intimider rivaux. Son corps élancé et léger, allié à une membrane alaire gigantesque, lui permettait d'alterner entre le vol plané au-dessus des étendues marines et des battements d'ailes énergiques. Enfin, parmi les géants, impossible de ne pas évoquer Quetzalcoatlus, un ptérosaure que l'on classe parmi les Ashdarchidés, apparu vers la fin du Crétacé. Avec une envergure estimée à 10 voire 11 mètres, il est considéré comme l'un des plus grands, sinon le plus grand animal volant ayant jamais existé. Sa silhouette est impressionnante, un long cou fin, une tête allongée et un bec puissant dépourvu de dents, associé à de solides membres postérieurs qui lui permettaient sans doute de marcher efficacement sur la terre ferme. Contrairement à certains de ses cousins qui exploitaient surtout les milieux côtiers ou marins, Quetzalcoatlus semble avoir occupé des niches terrestres, agissant peut-être comme un prédateur ou un charognard de grande taille. Cette diversité spectaculaire ne se limite toutefois pas à ces figures majeures. Les ptérosaures ont proposé une véritable symphonie de formes. Rhamphorhynchus, avec sa longue queue fouet stabilisatrice et son vol agile, se distinguait dans les écosystèmes lacustres Pterodaustro, connu pour son bec en forme de filtre, victime peut-être des eaux saumâtres, illustre une spécialisation alimentaire hors du commun. Les nyctosaures arboraient également de grandes crêtes, parfois très fines et étendues, pouvant servir à la fois de moyen d'expression et d'équilibrage aérodynamique. Au-delà des différences de morphologie, ces ptérosaures exploraient une variété d'habitats qui les forçaient à développer des adaptations ingénieuses. Certains privilégiaient la vie au-dessus des océans, pêchant en solo ou en groupe, d'autres fréquentaient les forêts, capturant insectes ou petits vertébrés, tandis que d'autres encore s'aventuraient dans les plaines arides ou les zones fluviales. Leur capacité à varier la taille, l'épaisseur des membranes alaires, la forme des becs et même la présence ou l'absence de dents témoignent d'une flexibilité remarquable et d'une évolution dynamique. Cette richesse a aussi permis aux ptérosaures d'exister pendant plus de 150 millions d'années, une longévité impressionnante pour des espèces si spécialisées. En résumé, la diversité exceptionnelle des ptérosaures illustre la capacité de la nature à expérimenter sans relâche, façonnant un groupe de reptiles volants qui, par leur variété incroyable, ont su dominer les cieux de l'ère mésozoïque. C'est un véritable voyage à travers des formes telluriques qui mêlent petite taille sophistiquée et géants majestueux.
avec adaptabilité écologique et élégance aérienne. Alors que nous poursuivons cette exploration, nous nous attarderons sur les stratégies fascinantes qui permettaient à ces créatures de chasser, survivre et s'épanouir dans un monde aussi vaste que changeant. L'étude des ptérosaures ne serait pas complète sans s'attarder sur l'un des aspects les plus fascinants de leur vie, leur stratégie de chasse. Ces reptiles volants, bien qu'ils partagent une morphologie générale, ont développé une incroyable diversité de comportements alimentaires et d'adaptations, témoignant d'une évolution fine en réponse aux différentes pressions environnementales et écologiques du Mésozoïque. Leur régime alimentaire et leur technique de capture des proies révèlent non seulement leur rôle dans les écosystèmes anciens, mais aussi l'ingéniosité de leur anatomie au service de la survie. D'emblée, il faut préciser que les ptérosaures ne constituaient pas un groupe alimentaire homogène. Certains étaient piscivores, d'autres insectivores, voire carnivores, opportunistes. Cette variété s'exprime notamment dans la diversité de leurs dents, crânes et becs, ainsi que dans la façon dont ils exploitaient leur environnement. Commençons par les ptérosaures piscivores, parmi les plus étudiés. Ceux-ci présentaient généralement des dents longues, fines et pointues, bien adaptées à la capture de poissons glissant dans l'eau. Le Rhamphoranchus, par exemple, possédait une mâchoire armée, de nombreuses dents disposées en rangées serrées, formant une sorte de filet naturel. Cette dentition permettait une prise efficace des proies lorsqu'ils survolaient les plans d'eau ou plongeaient rapidement pour saisir un poisson à la surface. Leur vol combinait souvent le vol battu rapide à basse altitude et le vol plané, leur donnant une grande maniabilité pour ajuster leurs attaques réduites en distance et temps. D'autres ptérosaures, comme les ptéranodons, avaient perdu leurs dents au profit d'un long bec corné tout en étant d'excellents pêcheurs. Leur comportement de chasse était probablement basé sur des plongées aériennes partiellement contrôlées, où ils plongeaient le bec dans l'eau pour saisir des poissons. La morphologie de leurs ailes, plus longues et effilées que chez les formes primitives, favorise ce type d'alternance entre vol plané et attaques à la surface. Mais au-delà de la pêche, certains ptérosaures ont développé des adaptations uniques pour la capture d'insectes et de petites proies terrestres. Prenons l'exemple du dimorphodon, dont la mâchoire portait 2 types de dents. Cette diversité dentaire laissait penser à un régime varié, comprenant sans doute des insectes, des petits vertébrés et peut-être des fruits. Sa technique de chasse consisterait en des vols courts, au ras du sol ou au sein des forêts, où il pouvait saisir les insectes en plein vol ou capturer de petites proies au sol. Par ailleurs, le ptérodaustro, remarquable pour son bec en forme de filtre, évoque les flamands modernes dans leur stratégie de filtration d'eau. Ce ptérosaure au bec fin et aux nombreuses minuscules dents coniques en peigne utilisait probablement un système analogue pour capturer de petites créatures aquatiques, comme le plancton ou les petits crustacés, filtrant l'eau en volant ou en nageant près des côtes. La morphologie du crâne et des dents reflète une adaptation souvent très spécialisée. Par exemple, certains ptérosaures avaient des dents particulièrement longues et fines, parfois courbes, idéales pour saisir des proies glissantes sans les blesser. D'autres avaient des dents grosses et robustes, adaptées à un régime carnivore plus généraliste. Certaines espèces arboraient même un bec édenté, renforcé pour casser des coquilles ou attraper des proies rapides. La stratégie de chasse impliquait aussi des adaptations comportementales. Beaucoup étaient sans doute des chasseurs solitaires, utilisant leur agilité pour surprendre leurs proies, tandis que d'autres pouvaient vivre en colonie, chassant en groupe pour augmenter leur efficacité. Le vol était un outil puissant pour couvrir rapidement de grandes zones de recherche de nourriture, mais aussi pour échapper aux prédateurs. Lorsque l'on considère l'environnement du Mésozoïque, riche en poissons, insectes
et petits vertébrés, il est évident que cette diversité alimentaire a permis aux ptérosaures de diminuer la concurrence entre eux et avec d'autres groupes, tels que les dinosaures terre-à-terre et les reptiles marins. Ces stratégies leur offraient une flexibilité remarquable pour exploiter différentes niches écologiques. Enfin, il est intéressant de noter que les ptérosaures ont développé des adaptations, non seulement pour capturer leur proie, mais aussi pour conserver leur énergie. Par exemple, le vol plané en profitant des courants thermiques, ainsi que des pauses prolongées sur des zones propices, faisait partie intégrante d'un mode de vie où l'efficacité énergétique était cruciale. En somme, les stratégies de chasse des ptérosaures s'apparentent à un véritable patchwork de techniques et comportements, chacun finement ajusté à leur morphologie et à leur environnement. Cela traduit une capacité d'adaptation et d'innovation décisive qui contribua grandement à leur succès et à leur longévité dans les ères du Mésozoïque. Dans les prochaines sections, nous approfondirons les aspects sociaux et reproducteurs de ces créatures aériennes, découvrant ainsi le côté souvent méconnu d'un monde grouillant de vie dans leurs colonies, leurs œufs et leurs relations familiales. Au-delà de leur majesté dans le ciel et de leurs étonnantes capacités de vol, les ptérosaures recèlent un autre aspect tout aussi fascinant. Leur vie sociale et leur stratégie reproductive, souvent cachées dans les fossiles et les indices indirects laissés par le temps. Ce monde secret de colonies, de pontes et de soins parentaux éclaire une facette essentielle de leur succès évolutif, permettant aux ptérosaures de prospérer pendant des millions d'années dans un univers parfois impitoyable. Contrairement à l'image souvent solitaire que l'on imagine pour des créatures capables de vastes déplacements aériens, les preuves paléontologiques indiquent que de nombreuses espèces de ptérosaures vivaient en colonies denses, voire massives. Ces rassemblements offraient de multiples avantages, notamment en matière de protection contre les prédateurs, de facilitation des débats sociaux et surtout de succès reproductif. Les sites de nidification découverts dans diverses régions, tels que certains gisements en Chine ou en Argentine, révèlent des cratères d'ossements alignés, signe manifeste d'une colonie de nidification. Ces colonies, souvent situées à proximité de zones côtières ou dans des milieux protégés, étaient le théâtre de rituels complexes. Les ptérosaures venaient y pondre leurs œufs dans des nids simples creusés au sol ou parfois à même la végétation, privilégiant la chaleur naturelle du sol ou la protection offerte par le relief pour assurer l'incubation. Les œufs eux-mêmes, relativement petits par rapport à la taille adulte, présentaient une coquille flexible mais résistante, signe d'une évolution vers une meilleure conservation de l'embryon dans un environnement potentiellement hostile. Une question longtemps débattue est celle des soins parentaux. Bien que les preuves fossiles soient rares en raison de la fragilité des tissus mous et des comportements, certaines découvertes laissent penser que les ptérosaures pratiquaient un certain niveau de protection et d'attention des jeunes. Par exemple, la présence fréquente de juvéniles dans les mêmes sites que des adultes, parfois accompagnés d'ossements indiquant une croissance rapide, suggère que les parents pouvaient garder leur progéniture à proximité et procurer une forme d'alimentation ou de protection indirecte. Ce comportement est rapproché de celui de certains oiseaux actuels, ce qui témoigne d'une convergence évolutive remarquable. De plus, certains modèles proposent que la ponte unique, limitée en nombre d'œufs, était compensée par des soins attentifs, favorisant ainsi la survie des petits, plutôt qu'une reproduction massive sans suivi. Cela confère aux ptérosaures une organisation sociale avancée, bien plus complexe que ce que leur seule morphologie osseuse pourrait laisser supposer. Par ailleurs, les différences morphologiques entre mâles et femelles, comme des crêtes osseuses ou des variations de taille,
laissent à penser que ces structures pouvaient jouer un rôle dans le choix du partenaire, la parade nuptiale et la hiérarchie sociale au sein des colonies. Il est donc probable que les comportements sociaux aient été riches, incluant rivalité, séduction et coopération. La vie sociale des ptérosaures est aussi évoquée par leur capacité à voler en groupe, comme le suggèrent certaines empreintes fossiles et découvertes d'individus fossilisés ensemble. Le vol en groupe peut avoir constitué un avantage dans la chasse ou la protection contre les prédateurs, ainsi qu'un moyen efficace de migration ou de dispersion lors des changements climatiques. En définitive, les ptérosaures se montrent bien plus qu'isolés dans les cieux. Leur réussite à travers le Mésozoïque s'appuie sur cette organisation sociale étroite, une réussite reproductive fondée sur la ponte protégée, probablement accompagnée de soins parentaux et des stratégies de groupe. Ces héritages nous offrent un éclairage troublant sur la complexité de leur monde disparu, riche en interactions bien structurées. Alors que nous allons bientôt observer leur majestueux envol en vol plané ou battu, souvenons-nous que derrière cette grâce aérienne se niche un monde social, vibrant, frémissant de vie, où naissance, lutte, protection et compagnonnage se mêlaient au rythme du vent et de l'évolution. Le vol des ptérosaures demeure l'une des prouesses les plus impressionnantes du règne animal. Une véritable révolution dans la conquête des airs, qui a demandé des adaptations anatomiques et comportementales extraordinaires, notamment pour le décollage, les techniques de vol plané et battu. Pour nous approcher au plus près de ces reptiles ailés du Mésozoïque, il est indispensable d'imaginer ce moment critique où le ptérosaure quitte le sol avec puissance et précision pour rejoindre son domaine aérien. Contrairement aux oiseaux modernes, qui peuvent prendre leur envol à partir d'un simple battement d'ailes depuis un sol dégagé, les ptérosaures, surtout les plus grands, faisaient de face à un défi de taille. Soulever un corps parfois massif, avec une envergure pouvant dépasser 7 à 10 mètres, tout en maîtrisant leur équilibre pour un décollage efficace. Les observations anatomiques et les modélisations récentes nous éclairent sur une technique adaptée, combinant la force de leurs membres antérieurs et postérieurs. L'animation du décollage commence souvent par ce que les spécialistes appellent le décollage quadrupède. Le ptérosaure s'appuie alors sur ses 4 membres, les jambes robustes et les membres antérieurs puissants que sont ses ailes repliées, pour s'élancer. Grâce à une poussée synchronisée, il propulse son corps vers l'avant et vers le haut, dans un saut puissant. Cette impulsion, aidée par la force des muscles pectoraux très développés, attachés au sternum, est essentielle pour générer la vitesse nécessaire au déploiement rapide des ailes. Une fois dans l'air, les ailes s'étirent instantanément, déployant une membrane fragile mais souple qui permet de capter les premières portances. Chez les ptérosaures de grande taille, ce mouvement est crucial. Un vol battu initial vigoureux est nécessaire pour atteindre une vitesse de vol suffisante, évitant ainsi la chute. Chez des spécimens plus petits, le décollage peut être plus similaire à celui des oiseaux, parfois depuis un perchoir ou après un saut depuis une hauteur. Le vol battu, souvent décrit comme un mouvement répétitif d'extension et de rétraction des ailes, mobilise un réseau musculaire complexe et une coordination fine entre les segments des ailes. Chez les ptérosaures, cette mécanique exige une conjonction précise entre la flexibilité de la membrane alaire, la résistance des os pneumatisés et la puissance musculaire. Cependant, le vol battu, énergivore, n'était pas le seul mode de déplacement aérien. Très vite, ces reptiles ont maîtrisé l'art du vol plané, technique qui leur permettait d'économiser leur énergie en utilisant les courants d'air ascendants et les thermiques. Le vol plané consiste à tendre les ailes et à exploiter la portance générée par le déplacement de l'air sous leur large membrane. Les ptérosaures aux grandes envergures, comme Pteranodon,
ou Quetzalcoatlus, excellaient dans ce mode, capables de parcourir des kilomètres sans battement d'ailes fréquents. Ils profitaient des ascendances thermiques nivogènes, formées au-dessus du relief terrestre ou des mers, pour s'élever sans effort apparent, survolant les paysages immenses avec grâce et stabilité. À cela s'ajoutait la faculté d'adapter l'angle d'attaque des ailes en fonction de la vitesse et de la portance désirée, contrôlant ainsi leur descente ou leur montée en douceur. Les extrémités des ailes, soutenues par le doigt allongé, pouvaient ajuster la tension de la membrane pour affiner la trajectoire. Leur queue, souvent longue chez les renforts inchoïdes, agissait comme un gouvernail, stabilisant l'appareil en vol. Mais le vol des ptérosaures ne se limitait pas à planer ou battre des ailes. Ils pouvaient effectuer d'incroyables manœuvres, ajuster rapidement leur trajectoire pour attraper des proies ou éviter les prédateurs en mobilité aérienne. Ils avaient ainsi tout un répertoire de vols modulables, fruit d'une évolution longue et sophistiquée. La transition entre vol battu et vol plané était cruciale dans leur vie quotidienne. C'est notamment au moment de la chasse, où agilité et endurance s'entremêlaient, que ces aptitudes étaient pleinement exploitées. De même, lors des migrations potentielles ou des déplacements entre sites de reproduction, le vol plané permettait aux ptérosaures d'économiser leurs forces tout en parcourant de longues distances. En synthèse, le grand envol des ptérosaures est un véritable spectacle de maîtrise aérienne, mêlant puissance, finesse et adaptation. Le décollage quadrupède leur donnait l'impulsion nécessaire. Le vol battu assurait la propulsion initiale et le vol plané déployait leur souveraineté sur les courants d'air. Chaque battement, chaque ajustement de la membrane alaire témoignait d'une biologie parfaitement adaptée à la vie dans les airs, alors que nous avons effleuré les subtilités de leur propulsion. L'exploration des multiples interactions qu'ils entretenaient avec leur environnement et leurs contemporains nous attend. Pour compléter cette ode aux maîtres disparus des anciens cieux. Dans l'immense théâtre qu'était la Terre du Mésozoïque, les ptérosaures ne volaient pas dans un vide isolé. Ils évoluaient au sein d'écosystèmes d'une richesse incroyable, peuplés par une multitude d'espèces animales, dont certaines figuraient parmi les plus impressionnantes jamais connues. Comprendre leurs interactions avec d'autres êtres vivants, qu'il s'agisse de compétition, de prédation ou de coexistence, nous offre une image plus complète de leur rôle dans ce monde disparu et des équilibres fragiles qui y régnaient. Les ptérosaures partagèrent les cieux avec d'autres reptiles volants émergents, mais aussi avec toute une série d'animaux terrestres et aquatiques qui pouvaient être à la fois partenaires, rivaux ou prédateurs. Parmi les plus impressionnants voisins de ces maîtres du ciel, les dinosaures occupaient une place primordiale. Ces derniers, souvent terrestres, exerçaient sur eux une pression constante, que ce soit par la compétition pour les ressources ou par la menace directe de prédation. Les carnivores terrestres, tels que les théropodes, auraient sans doute cherché à capturer les ptérosaures au sol ou lors de faibles incursions. Même si la majorité des ptérosaures étaient adaptés à la vie aérienne, le moment du repos au sol, notamment lors de la ponte ou du repos durant la nuit, exposait ces reptiles à des dangers considérables. Une bonne connaissance de leur comportement d'évitement et de fuite est donc nécessaire pour saisir la dynamique entre ces groupes. En mer, la compétition et la prédation prenaient une autre forme. Les ptérosaures piscivores, vecteurs d'une alimentation souvent tournée vers la capture de poissons, partageaient leur proie avec d'autres grands reptiles marins, comme les plésiosaures ou les mosasaures, véritables seigneurs des eaux du Crétacé. Cette concurrence pouvait pousser les ptérosaures, surtout ceux aux tailles moyennes ou petites, à adapter leur comportement ou à se spécialiser dans certains types de proies ou zones moins exploitées. Les poissons géants, notamment les sélaciens,
avec leurs dents acérées, menaçaient également les ptérosaures pêcheurs, notamment durant les phases de chasse, où ces reptiles se penchaient près ou dans l'eau. Certains points de fossiles suggèrent même que des ptérosaures pouvaient être victimes de ces prédateurs marins, soulignant la complexité des interactions au sein des chaînes alimentaires. Néanmoins, la coexistence s'est souvent révélée fructueuse, chaque groupe trouvant son équilibre écologique. Les ptérosaures, grâce à leur mobilité aérienne, pouvaient facilement changer de zone de chasse ou pivoter vers des ressources différentes lorsque la pression de la compétition devenait trop forte. Par ailleurs, leur taille variée et leur spécialisation alimentaire leur permettaient de réduire les chevauchements directs avec d'autres prédateurs. Il faut aussi mentionner la relation indirecte mais influente qu'ils avaient avec d'autres groupes animaux. Par exemple, la prédation des ptérosaures sur les insectes volants et petits vertébrés contribuait à réguler ces populations et influençait l'équilibre des écosystèmes terrestres. Leur présence en nombre pouvait ainsi avoir un effet stabilisateur, contribuant à la biodiversité globale. Dans certains cas, des formes de compétition intraspécifiques ou interspécifiques entre ptérosaures eux-mêmes, de différentes tailles et morphologies, se dessinent clairement, révélant un partage complexe des niches écologiques aériennes. Cela démontrait une dynamique évolutive intense, parfois opposant espèces rivales dans une course à l'adaptation. Enfin, les ptérosaures entretiennent aussi un lien avec les oiseaux primitifs, émergeant dans le Jurassique supérieur, qui ont commencé à investir des niches semblables, amorçant une compétition évolutive qui aurait pu influencer la biodiversité aérienne tout au long du Crétacé. Ces interactions multiples entre ptérosaures, dinosaures, reptiles marins, poissons géants et autres animaux dessinent ainsi un réseau complexe d'équilibre et de pressions évolutives, où chaque acteur devait faire preuve de vigilance, d'adaptation et d'innovation pour survivre. Alors que nous venons de contempler l'intensité de ces relations, nous allons prochainement nous pencher sur les aspects plus visibles et souvent spectaculaires de ces animaux. Leurs crânes ornés de spectaculaires crêtes, véritables emblèmes de leur identité et de leur fonction dans la vie sociale et thermique. Au cœur de l'étude des ptérosaures, un élément fascine autant les scientifiques que le grand public. Ces spectaculaires crêtes osseuses qui ornaient nombre de leurs crânes, véritables emblèmes de ce groupe de reptiles volants. Ces excroissances, souvent extravagantes par leur taille, leur forme et leur emplacement, attisent la curiosité à juste titre. Quelle fonction exacte présida à leur évolution? Était-ce simplement un art naturel pour séduire, un moyen d'identification sociale, ou jouait-elle également un rôle essentiel dans la régulation thermique? Explorons cet art complexe des crêtes, à la croisée de la biologie, de la physique et du comportement animal. Les crêtes chez les ptérosaures varient considérablement, allant de modestes reliefs osseux à de véritables structures impressionnantes, pouvant dépasser la taille du crâne lui-même. Certains spécimens, comme ceux du célèbre ptéranodon, portaient une crête allongée en forme de rasoir, tandis que d'autres, comme les nyctosaures, exhibaient des ornements plus complexes, parfois ramifiés. Cette grande diversité morphologique suggère une forte pression sélective, favorisant ces structures, dont la fonction ne se limitait pas à un simple accident esthétique. D'abord, la fonction de séduction apparaît comme une des explications les plus plausibles. Dans le règne animal moderne, il est courant que les crêtes, plumes ou autres appendices soient utilisés lors des parades nuptiales pour attirer un partenaire. Chez les ptérosaures, cette hypothèse est renforcée par l'existence d'un fort dimorphisme sexuel. Mâles et femelles ne possédèrent pas toujours les mêmes formes ni tailles de crête. Celles-ci pouvaient ainsi servir
de signaux visuels puissants pour démontrer la vigueur ou la qualité génétique lors des interactions sociales. Outre leur fonction de séduction, ces excroissances osseuses jouaient aussi un rôle crucial dans l'identification entre individus ou espèces. Dans un ciel peuplé d'une multitude d'espèces, variant en taille, en forme et en niche écologique, la reconnaissance rapide visuelle était essentielle. Les crêtes fonctionnaient comme des plaques signalétiques instantanément reconnaissables, facilitant la cohésion sociale et la territorialité. Cette fonction identitaire pouvait prévenir les conflits inutiles et permettre à chaque groupe de s'organiser harmonieusement dans un environnement compétitif. Mais les crêtes ne servaient pas uniquement à l'interaction sociale. Les recherches les plus récentes suggèrent également une fonction thermorégulatrice importante. Comme certains grands reptiles actuels possèdent des excroissances dermiques ou osseuses capables d'évacuer la chaleur, il est probable que les crêtes des ptérosaures jouaient un rôle similaire. Leur surface étendue, parfois fine et vascularisée, aurait permis un échange thermique efficace, aidant ces animaux à réguler leur température corporelle pendant le vol, activité exigeante énergétiquement et lors de fortes variations climatiques. La structure même des crêtes renforce cette hypothèse. Les analyses histologiques ont révélé une composition osseuse, souvent creuse et légère, mais richement vascularisée, idéale pour la dissipation thermique sans alourdir l'animal. En outre, leur position aérodynamique sur le crâne leur conférait une exposition maximale à l'air, optimisant ainsi leur efficacité. Enfin, il ne faut pas exclure un rôle combiné de plusieurs de ces fonctions. Dans le monde naturel, les structures telles que les crêtes ont souvent des usages pluriels, où séduction, identification et thermorégulation s'entrelacent pour maximiser les avantages évolutifs. Un signal visuel clairement visible pouvait aussi servir, par exemple, à montrer l'état de santé d'un individu via la fraîcheur ou la couleur de sa crête, liée à une bonne circulation sanguine. Cette complexité dans l'utilisation des crêtes invite à considérer les ptérosaures non seulement comme des maîtres du ciel par leur vol, mais aussi comme des artistes naturels, façonnant leur image et leur interaction sociale au travers de ces excroissances. À mesure que nous approfondirons notre voyage au cœur du Mésozoïque, nous découvrirons que ces ornements osseux sont une porte d'entrée privilégiée vers la compréhension plus large des comportements et des écosystèmes où évoluaient ces fascinants reptiles volants. Imaginez un vaste monde en perpétuelle métamorphose, un décor fascinant où les terres, les mers et les cieux dansaient ensemble pour façonner les écosystèmes qui allaient permettre aux ptérosaures de s'élever en maîtres incontestés du Mésozoïque. L'environnement mésozoïque, riche de ses paysages, de ses climats variés et de ses réseaux trophiques complexes, offrait un cadre unique où ces reptiles volants purent prospérer pendant plus de 150 millions d'années, évoluant parallèlement aux dinosaures, aux reptiles marins et à une foule d'autres créatures. Au cœur du Mésozoïque, la planète Terre connaissait une configuration géographique et climatique singulièrement dynamique. Durant l'ère qui s'étend du Trias jusqu'au Crétacé, les supercontinents commencèrent à se fragmenter, laissant progressivement place aux plaques tectoniques que nous connaissons aujourd'hui. Cette fragmentation donnait naissance à de vastes mers intérieures, à des archipels isolés et à des paysages variés allant des côtes marines aux vastes plaines désertiques. Ces transformations géologiques avaient un impact direct sur le climat. Le Mésozoïque bénéficiait d'un climat souvent plus chaud que celui d'aujourd'hui, marqué par des températures élevées et une absence quasi totale de calottes glaciaires. Ce climat chaud et humide favorisait la croissance d'une végétation luxuriante composée essentiellement de conifères, fougères, cycadophytes et ginkgos, qui formaient d'immenses forêts et marécages.
Ces environnements peuplés abondaient en insectes, amphibiens, petits reptiles, et offraient ainsi une richesse alimentaire qui allait largement profiter aux niches écologiques exploitées par les ptérosaures. Les zones côtières et les bords des mers intérieures représentaient des habitats de prédilection pour de nombreux ptérosaures. Ces régions étaient riches en poissons, ammonites et autres invertébrés marins, fournissant une nourriture abondante et régulière à ces reptiles volants piscivores. Par ailleurs, les falaises et plages offraient des sites idéaux pour le repos, la nidification et la colonisation en colonies. Les grandes plaines et les zones boisées de l'intérieur des terres accueillaient quant à elles des espèces plus petites ou généralistes, capables de capturer insectes et petits vertébrés. Ces écosystèmes permettaient aux ptérosaures d'adopter diverses stratégies alimentaires et comportementales, multipliant ainsi leurs chances de survie. Un autre élément clé de cet environnement était la présence fréquente de courants thermiques et de vents constants, indispensables pour les techniques de vol plané utilisées par beaucoup d'entre eux. Ces conditions aérologiques favorables, combinées à des paysages variés, permettaient aux ptérosaures, surtout aux formes aux grandes envergures, de parcourir de grandes distances avec un minimum d'efforts, reliant les habitats de chasse, les sites de reproduction et les zones de repos. Enfin, il est important de souligner que ces écosystèmes du Mésozoïque étaient largement caractérisés par la présence d'une biodiversité foisonnante, autant terrestre que marine, mais aussi aérienne. Cette complexité écologique créait des réseaux trophiques imbriqués, où les ptérosaures jouaient un rôle à la fois de prédateurs efficaces et de proies potentielles, intégrés dans l'équilibre délicat des communautés vivantes. Ainsi, l'environnement mésozoïque, par ses paysages au climat varié et généreux, ses vastes étendues marines et terrestres, ses ressources alimentaires abondantes et ses conditions aérologiques favorables, offrait un cadre idéal à la domination des ptérosaures. Cette toile de fond écologique est la clé pour comprendre non seulement leur succès, mais aussi les contours de leur histoire naturelle, qui fut aussi mouvementée que captivante. Alors que nous commençons à saisir ces écosystèmes propices, il devient évident que la compréhension des habitats des ptérosaures ne serait pas complète sans évoquer les fossiles remarquables et les techniques paléontologiques qui nous permettent aujourd'hui d'entrer dans leur monde disparu avec précision et émotion. C'est ce que nous découvrirons à présent. Les fossiles sont les témoins silencieux et précieux d'un passé lointain, des fragments conservés dans la roche qui nous racontent l'histoire des ptérosaures et de leur règne majestueux dans les cieux du Mésozoïque. Ces vestiges fossilisés, parfois remarquablement bien conservés, nous permettent non seulement de reconstituer l'anatomie de ces créatures fascinantes, mais aussi de comprendre leur comportement, leur environnement et leur évolution. Dans cette section, nous plongeons dans l'univers des grandes découvertes paléontologiques, dans les lieux emblématiques où ont été trouvés ces fossiles et dans les techniques révolutionnaires qui ont transformé notre compréhension de ces reptiles volants. Parmi les sites les plus célèbres au monde, le gisement de Solnhofen en Bavière, Allemagne, occupe une place de choix. Datant du Jurassique supérieur, ce site est réputé pour la finesse exceptionnelle de ses fossiles, conservés dans une pierre calcaire, aussi appelée calcaire lithographique. Là, plusieurs espèces de ptérosaures ont été découvertes, notamment le célèbre Rhamphorhynchus, dont les ossements sont parfois accompagnés d'empreintes de membranes alaires ou d'autres tissus mous, fournissant un aperçu sans égal de l'anatomie et de la morphologie détaillée. Ces fossiles permettent d'observer des détails invisibles dans d'autres sites, tels que la disposition des muscles, les formes des ailes, voire des stigmates de plumes, d'une importance capitale pour la compréhension du vol.
Un autre site emblématique est celui de la formation Santana au Brésil, où des ptérosaures du Crétacé inférieur, comme Tapejara, aux somptueuses crêtes, furent mis au jour. Ces fossiles, remarquablement complets, témoignent non seulement de la diversité des morphologies, mais aussi de la complexité des écosystèmes dans lesquels ils vivaient. La présence de poissons, insectes et même de petits dinosaures fossilisés autour d'eux atteste d'une interaction riche et dynamique. En Amérique du Nord, la formation de Niobrara dans les États-Unis offre des découvertes tout aussi majeures, avec des fossiles de Pteranodon, un géant du vol sans dents, et Quetzalcoatlus, le colosse du Crétacé. Les ossements découverts dans ces régions sont souvent très fragmentaires, mais leur étude minutieuse a permis de reconstruire la taille, le poids et même certaines postures de vol de ces créatures imposantes. Ces découvertes doivent beaucoup aux techniques paléontologiques qui ont évolué au cours du XXe et XXIe siècle. La tomographie par rayon X ou scanner a permis aux chercheurs d'aller bien au-delà de la simple observation extérieure des fossiles, en révélant leur structure interne sans les abîmer. Cette technique a notamment révolutionné l'étude des crânes, des cavités cérébrales et des sinus, éclairant ainsi la neurologie, la sensibilité et les capacités sensorielles des ptérosaures. La microtomographie, plus fine encore, offre la possibilité d'examiner les moindres détails des tissus fossilisés, comme les fibres musculaires ou les restes microscopiques de pycnofibres, ces structures fibreuses semblables à des plumes qui couvraient certains ptérosaures pour l'isolation thermique. Par ailleurs, la photogrammétrie et la modélisation 3D ont été des outils précieux pour recréer en images animées la morphologie et les mouvements des ptérosaures à partir des fragments fossiles. Ces reconstitutions, en plus d'enrichir la recherche scientifique, permettent un lien plus fort avec le grand public, nourrissant l'imaginaire et la fascination autour de ces animaux disparus. Les méthodes isotopiques, quant à elles, ont apporté des informations cruciales sur le régime alimentaire et les migrations possibles des ptérosaures, en analysant la composition chimique des os, fournissant des indices inestimables sur leur façon de vivre. Enfin, de nouvelles techniques innovantes, comme l'analyse des traces de pigments dans certains fossiles exceptionnellement préservés, ouvrent une voie inédite vers la découverte des couleurs originales des ptérosaures, remettant en question des idées anciennes et apportant un vent de couleurs à notre vision de ces reptiles volants. En somme, les fossiles remarquables, disséminés aux quatre coins du globe, constituent des archives paléontologiques inestimables qui, grâce aux technologies de pointe, livrent peu à peu tous les secrets des ptérosaures. Leur étude approfondie illumine non seulement la morphologie et l'écologie de ces animaux, mais aussi les relations complexes qu'ils entretenaient avec leur environnement et leur évolution à travers les âges. Alors que l'histoire de la découverte progresse, elle s'accompagne aussi d'une réflexion critique sur les reconstitutions artistiques, véritables passerelles entre science et imagination, qui nous ouvriront la voie pour mieux saisir l'imaginaire collectif façonné autour de ces maîtres disparus du ciel. Les ptérosaures, ces maîtres des anciens cieux, ont profondément marqué non seulement la science, mais aussi l'imaginaire collectif, où leur image a souvent été déformée, réinterprétée, voire mal comprise. Leur silhouette étrange, aux ailes membranes, soutenues par un doigt unique, leur taille impressionnante et leurs crêtes parfois spectaculaires ont inspiré des représentations riches, mais aussi truffées d'erreurs et de mythes. Cette section explore le cheminement des ptérosaures dans la culture populaire, leur confrontation avec les fausses croyances, ainsi que les défis posés par les reconstitutions artistiques à travers les âges.
Lorsque les premiers fossiles de ptérosaures ont été découverts au XVIIIe siècle, la science paléontologique en était alors à ses balbutiements. Très vite, ces créatures volantes, qui n'avaient aucun équivalent vivant, furent assimilées à des monstres fantasmagoriques. Le terme ptérosaure lui-même, signifiant lézard ailé, a éveillé l'imagination d'un public fasciné par ces formes sorties du passé, sans véritable cadre de référence. Durant longtemps, leur représentation alternait entre dragons ailés, fantastiques, et oiseaux préhistoriques, mêlant éléments réels et fantaisie pure. Une des fausses croyances répandues fut l'idée que les ptérosaures étaient maladroits au sol, quasi incapables de se déplacer autrement que par des sauts désordonnés ou un vol constant. Il fallut des études plus rigoureuses, notamment à partir des années 1970, pour montrer que nombre d'entre eux pouvaient marcher, courir, et même peut-être courir sur leurs membres antérieurs et postérieurs, brisant cette image de créatures aériennes malhabiles. L'imagerie populaire, largement influencée par les films, les livres et les dessins animés, a aussi véhiculé des idées erronées. Très souvent, les ptérosaures sont confondus avec des dinosaures, bien qu'ils n'en soient pas. Le langage courant les catégorise souvent à tort parmi ces derniers, ce qui nuit à la compréhension de leur singularité évolutive et biologique. Les reconstitutions artistiques ont également parfois exagéré certains traits, comme les tailles des crêtes, la texture des membranes alaires ou l'absence supposée de tout revêtement corporel. Jusqu'à récemment, on imaginait la peau de ptérosaures nue et glabre, alors que les recherches récentes démontrent la présence probable de pycnofibres, des structures laineuses primitives proches des plumes, contribuant à leur isolation thermique et peut-être à leur camouflage. Cette méconnaissance a parfois conduit à des représentations statiques, parfois même grotesques, avec des postures peu réalistes ou des déplacements impraticables, renforçant des clichés qui persistent encore malgré les avancées scientifiques. Heureusement, la paléontologie moderne, combinée aux technologies numériques, a profondément renouvelé l'image des ptérosaures. La modélisation 3D, la reconstitution en réalité augmentée ou virtuelle, ainsi que les fouilles méticuleuses permettent désormais d'en faire des créatures plus nuancées, proches de leur réalité biologique. Ces représentations plus fidèles participent à leur réhabilitation dans la sphère publique, offrant aux spectateurs contemporains une vision plus respectueuse et fascinante. Enfin, le rôle des artistes scientifiques qui collaborent étroitement avec les paléontologues est devenu central. Ils travaillent à conjuguer rigueur scientifique et esthétique, en subtil équilibre pour offrir une image vivante de ces animaux disparus. Ces œuvres contribuent à dépasser les fausses croyances, stimulant une curiosité renouvelée et une meilleure compréhension du passé naturel. Ainsi, la trajectoire des ptérosaures dans l'imaginaire collectif est un parcours jalonné d'ambiguïté, d'erreurs et de réinvention, avant d'arriver à une représentation plus juste qui célèbre leur place unique dans l'histoire de la vie. Alors que nous nous dirigeons vers la découverte de leurs couleurs probables, c'est une invitation à poursuivre ce voyage dans le mystère et la beauté d'un règne aérien perdu, mais toujours vivant dans nos rêves et nos savoirs. Les ptérosaures, ces énigmatiques maîtres du ciel mésozoïque, ont longtemps été imaginés comme de simples reptiles à la peau nue, déployant leurs vastes membranes alaires sans recouvrement particulier. Pourtant, les avancées récentes en paléontologie révèlent une toute autre vérité. Des structures délicates et surprenantes semblent avoir orné leur corps, apportant lumière sur les couleurs et les textures qui les enveloppaient, ainsi que sur leur stratégie de camouflage et de communication visuelle. C'est dans cette section que nous allons explorer ces couleurs perdues du ciel.
ces secrets de leur apparence, dévoilés grâce aux découvertes et recherches innovantes des dernières décennies. Pendant longtemps, l'idée que les ptérosaures possédaient des plumes ou des structures similaires a été rejetée au profit d'une vision plus classique de reptiles écailleux. Cependant, des fossiles exceptionnellement bien préservés, découverts notamment en Chine, dans les formations de Liaoning, ont bouleversé cette perception. Ces fossiles montrent nettement la présence de fines structures filamenteuses recouvrant certaines parties du corps des ptérosaures, structures que les scientifiques ont baptisées pycnofibres. Ces pycnofibres ne sont pas des plumes au sens strict, mais elles partagent certaines caractéristiques, notamment leur nature kératinisée et leur rôle probable dans l'isolation thermique. Cette découverte suggère que les ptérosaures avaient une sorte de pelage laineux, aidant à maintenir leur température interne malgré les variations du climat du Mésozoïque. Cela les rapprocherait étonnamment des oiseaux modernes, dont ils ne sont pas les ancêtres directs, mais avec qui ils partagent des convergences évolutives. Quant aux couleurs, l'analyse des fossiles a permis d'identifier des mélanosomes, ces petites structures responsables de la coloration, retrouvées dans certains restes membraneux ou sur les pycnofibres. Ces mélanosomes varient en forme et en taille, indiquant une probable diversité de teintes, allant du noir, brun, gris, à des nuances plus vives. Cette palette chromatique laisse imaginer des ptérosaures habillés de nuances pouvant varier selon l'environnement, le sexe ou l'âge, comme cela se voit chez les oiseaux actuels. Le camouflage paraissait crucial pour de nombreuses espèces, afin d'échapper aux prédateurs ou pour approcher discrètement leur proie. On imagine aisément des ptérosaures arborant des teintes terreuses, se fondant dans les falaises ou les forêts, tandis que d'autres pouvaient exhiber des couleurs vives sur certaines parties de leur corps, notamment sur les crêtes osseuses ou les membranes, utilisées pour la reconnaissance sociale ou la parade. Leur peau membraneuse, autrefois supposée translucide et uniforme, apparaît en réalité comme un tissu complexe, possiblement ponctué de pigments ou même d'une microtexture jouant sur la lumière, renforçant encore l'effet visuel et la dissipation thermique. Ces membranes auraient pu présenter des variations de couleurs ou même des motifs dynamiques, changeant selon l'angle de la lumière et l'orientation dans le vol. Enfin, ces éléments renforcent la vision moderne du ptérosaure, non comme un simple reptile laid ou étrange, mais comme un animal vivant, très adapté, dont le plumage primitif ou les pycnofibres était le reflet d'une adaptation complexe au monde aérien et à ses défis. Ainsi, grâce aux avancées technologiques en microscopie électronique, en spectrométrie et en modélisation 3D des couleurs, la science redonne aux ptérosaures leurs véritables apparences, colorées, nuancées, parfois éclatantes et toujours fascinantes. Ces couleurs perdues du ciel racontent une histoire de vie, d'évolution et de survie, un éclairage nouveau sur des êtres qui, bien que disparus depuis des millions d'années, continuent à vibrer dans nos imaginaires et dans la mémoire profonde de la Terre. Nous poursuivrons ce voyage en découvrant l'influence durable que ces reptiles volants ont eue sur la faune actuelle, notamment les oiseaux, leurs successeurs naturels dans les airs. Si les ptérosaures se sont éteints depuis plus de 65 millions d'années, leur influence sur la faune actuelle, et notamment sur les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui, est un sujet riche d'enseignements et d'émerveillements. Bien que les ptérosaures ne soient pas les ancêtres directs des oiseaux, ils partagent avec eux une fascinante histoire d'adaptation au vol qui illustre un phénomène scientifique appelé convergence évolutive. Quand des groupes d'animaux très éloignés développent indépendamment des traits similaires en réponse à des pressions écologiques comparables, l'héritage des ptérosaures est d'abord visible à travers leurs prouesses dans la conquête des airs. Ces reptiles ont révolutionné la manière dont un vertébré pouvait s'élever, voler, chasser
et se déplacer sur de longues distances en utilisant des structures morphologiques très différentes de celles des oiseaux. Par exemple, leurs ailes étaient soutenues par un seul doigt hypertrophié, tandis que les oiseaux reposent leurs ailes sur plusieurs doigts avec des plumes rigides. Cette différence illustre l'innovation évolutive distincte, mais parallèlement fonctionnelle, pour atteindre un même objectif: voler efficacement. Les ptérosaures ont aussi développé des systèmes osseux légers par leur pneumatisation, des muscles pectoraux puissants et des capacités sensorielles avancées, préfigurant chez les oiseaux des adaptations similaires. Ces caractéristiques montrent donc comment deux groupes, bien que génétiquement éloignés, ont pu converger vers une organisation corporelle optimisée pour le vol actif et plané. Au-delà de la mécanique du vol, les convergences s'étendent aussi à certains comportements et adaptations écologiques. Comme beaucoup d'oiseaux de mer modernes, certaines espèces de ptérosaures adoptaient une vie avoisinant les côtes, se nourrissant principalement de poissons et d'invertébrés marins. Ils chassaient en vol, parfois en plongeant partiellement, et savaient exploiter les courants thermiques pour planer sur de longues distances, stratégie que l'on retrouve avec succès dans les mouettes, albatros et pélicans d'aujourd'hui. Cependant, il y a aussi des différences marquantes. Les oiseaux ont développé des plumes qui servent non seulement pour le vol, mais aussi comme isolant thermique et moyen de communication plus complexe grâce à leurs couleurs variées. Les ptérosaures, comme nous l'avons vu, étaient souvent recouverts de pycnofibres, structures plus primitives. Sur le plan évolutif, les oiseaux descendent directement de petits dinosaures théropodes, ce qui implique qu'ils appartiennent à une toute autre lignée que les ptérosaures. Leur apparition date d'environ 150 millions d'années, tandis que les ptérosaures avaient déjà dominé les cieux depuis des dizaines de millions d'années. Cette cohabitation a probablement généré des interactions très complexes, voire une compétition écologique, mais aussi une diversité extraordinaire dans la faune volante. Nombre d'études génétiques, anatomiques et paléontologiques continuent d'éclairer les similitudes et différences entre ces deux groupes, et elles démontrent que malgré leurs divergences, les contraintes physiques du vol ont façonné leurs organes, leur comportement et leur biologie de manière convergente. Aujourd'hui, l'héritage des ptérosaures se lie à travers ces convergences et à travers la compréhension que la vie trouve souvent plusieurs voies pour relever les mêmes défis dans un dialogue perpétuel entre innovation, adaptation et évolution. Leur histoire enrichit notre compréhension du vol animal, de la biodiversité passée et présente, et rappelle la complexité des relations entre espèces sur des millions d'années. Alors que nous allons bientôt aborder la grande extinction qui mit un terme à cet incroyable règne aérien, il est important de mesurer combien la fascination et les enseignements que nous ont laissés les ptérosaures continuent à inspirer les sciences naturelles et à nourrir notre regard sur le monde vivant. À la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, se produit l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire de la vie sur Terre, la grande extinction du Mésozoïque, aussi connue sous le nom d'extinction Crétacé-Paléogène, KPG. Cet épisode, brutal et massif, entraîne la disparition d'environ 75% des espèces, parmi lesquelles disparaissent les dinosaures non aviens, les reptiles marins, mais également l'ensemble des ptérosaures. Comprendre les causes de cette extinction ainsi que l'héritage géologique qu'elle a laissé est essentiel pour appréhender la fin d'un règne aérien qui a duré plus de 150 millions d'années. Les causes exactes de cette extinction restent un sujet d'intenses recherches et de débats scientifiques, mais plusieurs facteurs interdépendants sont désormais largement reconnus comme ayant participé à ce cataclysme. Le coup le plus célèbre et le plus largement accepté est l'impact d'un astéroïde d'environ 10 km de diamètre
dans la région de l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. Cet événement a généré un cratère colossal, celui de Chicxulub, et a projeté dans l'atmosphère d'immenses quantités de poussière, de gaz sulfurés et d'aérosols. Ces matériaux ont masqué la lumière solaire, entraînant un déficit de photosynthèse, à l'origine d'un effondrement des chaînes alimentaires, terrestres et marines. Cet impact a provoqué des incendies globaux, des tsunamis gigantesques et des perturbations climatiques majeures. La chute brutale des températures, suivie d'un effet de serre intense, a bouleversé durablement les conditions de vie autour de la planète. Parallèlement à ce choc extraterrestre, les éruptions volcaniques massives des trappes du Deccan, en Inde, ont libéré d'énormes volumes de lave et de gaz volcaniques, renforçant les perturbations atmosphériques et océaniques. Ces éruptions prolongées ont contribué à l'acidification des océans, tout en exacerbant les fluctuations climatiques. Ces phénomènes combinés créèrent un effet de synergie dévastateur. Les ptérosaures, malgré leur grande adaptation au vol et aux environnements variés, furent particulièrement vulnérables. Leur taille souvent imposante, leur métabolisme élevé, nécessaire au vol, ainsi que leur dépendance à des ressources spécifiques, poissons, insectes, petits vertébrés, rendirent leur survie difficile face à l'effondrement des écosystèmes. Les dernières traces fossiles connues des ptérosaures correspondent à cette période, avec une grande diversité qui s'amenuise progressivement avant leur disparition totale. Aucun ptérosaure n'a survécu à la fin du Crétacé, à la différence des oiseaux, descendants des dinosaures, qui ont réussi à franchir cette barrière et à coloniser les niches aériennes laissées vacantes. Du point de vue géologique, cette extinction majeure est enregistrée dans les couches stratigraphiques par une fine couche riche en iridium, un métal rare sur Terre, mais fréquent dans les astéroïdes, ainsi que par un changement brutal dans la composition fossile des sédiments. Ce marqueur est une signature mondiale du cataclysme. Cependant, malgré la disparition physique des ptérosaures, leur héritage perdure. Il constitue un témoignage fascinant des capacités d'adaptation du vivant et des voies évolutives expérimentées pour conquérir le ciel. Leur histoire nourrit toujours les scientifiques et le grand public, inspirant recherche, découverte et reconstitution. Ainsi, la grande extinction de la fin du Crétacé révèle autant une fin tragique qu'un commencement symbolique, où l'espace laissé par les ptérosaures prodigués aux ancêtres aviens ouvre la voie à la féconde histoire des oiseaux modernes. Ce chapitre final dans l'Odyssée des reptiles volants suscite admiration, respect et curiosité, préparant naturellement le chemin vers une immersion encore plus profonde dans leur monde, grâce aux technologies modernes, modélisation 3D et expériences immersives que nous allons bientôt explorer. À l'heure où la technologie s'immisce dans tous les domaines de la connaissance, la paléontologie ne fait pas exception, et les ptérosaures bénéficient pleinement de ces avancées spectaculaires. Les rencontres virtuelles, à travers la modélisation 3D et les environnements immersifs, permettent aujourd'hui de plonger au cœur de la vie de ces emblématiques reptiles volants, donnant corps à des formes longtemps fossilisées, mais aussi à leur comportement et leur environnement. C'est une invitation fascinante, presque un voyage dans le temps, où la science et l'imagination s'unissent pour faire revivre les maîtres anciens des cieux. La modélisation 3D est sans doute la révolution la plus marquante dans ce domaine. À partir des ossements fossiles minutieusement collectés, numérisés et analysés, des modèles tridimensionnels extrêmement précis sont créés. Ces reconstructions numériques permettent non seulement de visualiser la morphologie externe des ptérosaures, mais aussi d'explorer leur structure interne, l'architecture osseuse et même les dispositions musculaires hypothétiques. En combinant des données biologiques modernes
et une expertise paléontologique rigoureuse, ces modèles deviennent des outils puissants pour comprendre la dynamique du vol, la posture au sol, ou encore la manière dont ces animaux interagissaient avec leur environnement. Mais l'expérience ne s'arrête pas à la simple observation. Grâce à la réalité virtuelle, VR, et à la réalité augmentée, AR, il est désormais possible de s'immerger complètement dans le monde du Mésozoïque. Ces technologies placent le spectateur au centre de paysages reconstitués, où il peut suivre un ptérosaure dans ses vols majestueux, observer ses manœuvres de chasse, ou encore assister à la vie dans une colonie. Cette immersion sensorielle ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques et émotionnelles, rendant accessible à tous la complexité et la beauté de ces espèces antiques. Ces expériences virtuelles sont également au cœur d'études scientifiques avancées. Les simulations numériques permettent d'analyser différents scénarios de vol, en testant les hypothèses sur la forme des ailes, les stratégies de décollage ou les impacts des conditions climatiques. On peut ainsi expérimenter virtuellement des mouvements impossibles à observer chez des animaux éteints et affiner nos connaissances sur leur physiologie. Les rencontres virtuelles s'appuient aussi sur une collaboration étroite entre paléontologues, ingénieurs, artistes numériques et éducateurs. Cette synergie favorise des créations à la fois scientifiquement rigoureuses et esthétiquement captivantes, qui servent tant à la recherche qu'à la diffusion auprès du grand public. En nous plongeant dans ces simulations, nous ressentons plus intensément le lien entre l'homme et la nature profonde, entre présent et passé, entre science et émotion. Voir un ptérosaure prendre son envol, non plus figé dans la pierre, mais animé dans un ciel virtuel, ouvre une fenêtre sur la vie d'antan, offrant une compréhension nouvelle, proche, presque intime, de ces maîtres disparus du ciel. Ainsi, les modélisations en 3D et les découvertes immersives transforment la manière dont nous percevons le passé. Elles donnent vie à un monde ancien, tissant des ponts entre les générations, et nourrissent ce merveilleux besoin humain de connaître d'où nous venons, en contemplant la majesté de formes aujourd'hui éteintes, mais dont le souffle semble revivre à travers nos univers numériques. La plongée dans ces rencontres virtuelles nous prépare désormais à conclure ce voyage, dans un épilogue contemplatif, où nous réfléchirons à l'héritage durable des ptérosaures et à la fascination qu'ils continuent d'inspirer. Au terme de cette longue plongée dans l'univers captivant des ptérosaures, ces maîtres disparus des anciens cieux, il est naturel de s'arrêter un instant pour contempler leur héritage, non seulement dans les annales de la science, mais aussi dans le cœur et l'imagination des hommes. Ces reptiles volants, fascinants et mystérieux, ont conquis les airs bien avant l'émergence des oiseaux, et leur histoire, bien que éteinte il y a des dizaines de millions d'années, continue de susciter émerveillement et curiosité. L'héritage des ptérosaures est multiple et profond. Sur le plan scientifique, ils symbolisent un exemple unique d'adaptation à la vie aérienne, offrant un miroir aux mécanismes complexes de l'évolution. Leurs os creux, leurs ailes si particulières, leur stratégie de vol sophistiquée et leur diversité impressionnante témoignent de l'ingéniosité de la nature à réinventer le vol à travers des voies variées. Par leur étude, les chercheurs ont enrichi notre compréhension de la dynamique des écosystèmes anciens, des interactions entre espèces et des contraintes physiques du vol chez les vertébrés. Mais l'héritage des ptérosaures dépasse la seule sphère scientifique. Leur silhouette fantastique, leur crête extravagante, leur vol majestueux ont inspiré artistes, écrivains, cinéastes et passionnés du monde entier. Ces reptiles ailés nourrissent notre imaginaire collectif, façonnant des mythes, des récits et des symboles qui continuent d'alimenter notre fascination pour la vie préhistorique. Dans une époque où la technologie nous offre la possibilité de recréer leur monde,
de les faire voler à nouveau grâce aux modélisations numériques, aux animations 3D et à la réalité virtuelle, nous renouons avec ces créatures disparues, éveillant une sensibilité nouvelle pour la fragilité et la beauté de la vie. Ce lien invisible, mais puissant, entre passé et présent, invite à une réflexion profonde sur la place de l'humain dans le grand continuum de la vie. Enfin, les ptérosaures nous rappellent la richesse de la biodiversité passée et l'importance de la préserver aujourd'hui. Leur extinction, associée à des changements bouleversants, souligne la vulnérabilité des espèces face aux forces naturelles, mais aussi aux modifications d'origine humaine, insufflant un message poignant à notre époque. Ainsi, en refermant ce voyage au-dessus des mers et des continents du Mésozoïque, en suivant l'envol majestueux de ces reptiles volants disparus, ce qui demeure est une invitation à la contemplation, à l'émerveillement et à l'humilité. Les ptérosaures nous laissent un héritage vivant, celui d'une nature inventive, d'un ciel habité d'âmes oubliées, mais jamais totalement éteintes, et d'une fascination renouvelée pour les mystères de la vie sur Terre.